Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un vrai voyage sensoriel au cœur de l'Inde, à travers sa cuisine de rue. Bonjour. On a avec nous une série de descriptions assez vivantes qui vont nous servir un peu de guide. L'objectif, comprendre l'essence de cette tradition culinaire, découvrir quelques plats phares et saisir ce qui la rend si présente, si séduisante, surtout avec ses saveurs intenses et ses couleurs éclatantes. Mhm. Ok, alors, plongeons-nous là-dedans. Cette effervescence des rues indiennes, les arômes, ça promène, hein? Effectivement. Et c'est important de réaliser d'emblée, je pense, que la cuisine de rue en Inde, c'est bien plus que juste manger sur le pouce, quoi. C'est une vraie institution culturelle. Ah oui, Carrément une institution. Oui, un pilier de la vie quotidienne pour des millions de gens, vraiment lié au rythme social, économique même. C'est un phénomène qui anime les villes, les villages, de manière assez fondamentale. une institution. D'accord, ça pose le décor. Alors, si on se base sur nos sources, comment on la définit, cette cuisine de rue? Les textes la décrivent comme des plats préparés, vendus direct dans la rue. C'est ça. Souvent depuis de petites écopes, fixes ou mobiles, au milieu de l'agitation des marchés ou le long des rues passantes. L'image est très vivante. C'est exactement ça. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est la dynamique en fait, la dynamique que ça crée. Les sources insistent sur la rapidité du service. Ah oui, rapide, hein? Oui, c'est fait pour être mangé vite, souvent sans attendre. La façon de consommer aussi, elle est particulière. Debout, en marchant, parfois assis sur un banc juste à côté du vendeur. Ça crée une interaction très directe, sans chichi, focalisée sur l'essentiel, le plat. Donc l'idée, c'est une restauration hyper accessible, pensée pour l'immédiat, le mouvement constant de la vie urbaine, c'est ça? Précisément. L'accessibilité, c'est clé, en termes de prix et de localisation aussi. Mais au-delà du pratique, il y a une dimension sociale forte, même si c'est informel. Social? Comment ça? Ces points de vente, ils deviennent des lieux de micro-interaction sociale, des pauses qu'on partage dans le flux de la journée. On s'arrête, on commande, on mange, côte à côte avec des inconnus, parfois on échange quelques mots. C'est un espace de convivialité assez spontané, quoi, intégré dans la ville. Hmm, on imagine bien cette ambiance, ce mélange d'efficacité et de vie sociale informelle. Bon, passons à ce qui nous intéresse le plus, les plats. Ah oui. C'est là que ça devient euh, vraiment captivant. Les exemples qu'on a sont très parlants. Prenons le samosa, décrit comme une pâtisserie souvent triangulaire, frite, fourrée. Qu'est-ce qui le rend si populaire, ce classique? Le samosa, ah là là, c'est l'archétype du snack réconfortant et super polyvalent. La description mentionne une farce classique aux légumes, pommes de terre, petits pois, bien relevés d'épices. Mais bon, on en trouve aussi à la viande, aux lentilles. D'accord. Ce contraste entre l'extérieur croustillant, bien doré, et la garniture moelleuse, parfumée, c'est terriblement efficace. C'est facile à manger sur le pouce, ça cale bien, et c'est pas cher. Sa popularité, elle traverse toute l'Inde, et même au-delà d'ailleurs. Oui, on en trouve partout. Ensuite, on nous parle du chat. La description est un peu plus énigmatique. Un mélange savoureux de légumes, sauces variées et épices. Ça sonne plus comme une catégorie qu'un plat unique, non? Tout à fait, le chat, c'est un mini-univers en soi. Le terme désigne toute une famille de snacks salés qui jouent sur un équilibre hyper complexe de saveurs et de textures. Ah oui, Oui, imaginez une base, genre pommes de terre, pois chiches ou des sortes de crackers frits qu'on appelle pabdi, et par-dessus, on ajoute plein de choses. Oignons crus hachés, tomates, coriandre fraîche et surtout un assortiment de chutneys. les fameux chutneys. Exactement. Ces sauces typiques qui peuvent être sucrées et acidulées comme celle au tamarin, ou vertes et piquantes comme celle à la menthe et coriandre. On ajoute souvent du yaourt frais pour l'onctuosité, l'acidité, et on saupoudre le tout d'épices comme le chat masala, un mélange spécial, et de sève. Sève, c'est quoi ça? Ce sont de fines nouilles de farine de pois chiches, frites. Ça apporte le croquant. C'est une vraie explosion en bouche. Le sucré, le salé, l'épicé, l'acide, le croquant, le moelleux, tout est là, tout s'entremêle. Waouh, la description de cette complexité est fascinante. Ça donne l'impression d'un feu d'artifice gustatif, vraiment. L'exemple suivant a l'air plus simple. Le vada pav, un petit pain garni d'une galette de pommes de terre.
un peu comme un burger végétarien local. Oui, c'est une bonne analogie, surtout pour son statut d'icône populaire, notamment à Mumbai. Le vada pav, c'est une boulette de purée de pommes de terre assaisonnée avec des épices, hein, curcuma, moutarde noire, ail, piment. Mhm. Cette boulette, elle est enrobée d'une pâte à base de farine de pois chiche, puis frite. Et hop, on la glisse dans un pave, un petit pain blanc tout moelleux, souvent fendu, parfois un peu toasté. Et avec ça, généralement des chutneys. Un chutney sec, ail coco ou des chutneys verts plus classiques. Ça a l'air simple, mais c'est redoutable. Nourrissant, économique, plein de saveurs. Un symbole de la cuisine de rue accessible à tous. Simple mais iconique, je vois. Et le dernier exemple, le pani pourri. La source dit petite sphère croustillante remplie d'une eau épicée. Ça intrigue ça. Ah, le pani pourri, ou golgappa, ou puchka, ça dépend où on est. C'est une expérience à part entière, vraiment. Ce sont de petites coques sphériques, très fines, très croustillantes, les pourris. Elles sont faites avec de la semoule ou de la farine, frites jusqu'à ce qu'elles gonflent et deviennent creuses. D'accord. Le vendeur, il perce délicatement le dessus de chaque sphère. Il met une petite garniture, souvent pommes de terre écrasées, pois chiches, oignons, coriandre. Et puis, l'étape cruciale, il remplit la sphère avec le pani. L'eau épicée? Voilà, pani, ça veut dire eau. C'est une eau très savoureuse, typiquement à base de tamarin, menthe, coriandre, piment, épices. Elle est à la fois acidulée, épicée et rafraîchissante. L'idée, c'est de mettre le pani pourri entier dans la bouche, d'un coup. D'un coup. Oui. Pour que la coque éclate et libère tout l'intérieur, la garniture, l'eau aromatisée, c'est un jeu de texture incroyable et une sensation vraiment unique. Ce qui me frappe en écoutant tout ça, samosa, chaat, vada pav, pani pourri, c'est pas seulement la diversité des formes, des ingrédients, pâtisserie frite, assemblage complexe, sandwich, sphère à croquer, mais c'est aussi l'intelligence culinaire derrière chaque plat. Même le plus simple a l'air d'avoir un équilibre saveur-texture super étudié. C'est tout à fait juste. Ces 4 exemples, bien que très différents, ils montrent bien une chose commune à la cuisine de rue indienne, une recherche d'impact gustatif maximal, souvent avec des moyens assez modestes. Oui, On utilise des ingrédients de base pas chers, pommes de terre, légumineuses, différentes farines, mais on les transforme par des techniques, la friture, les assemblages, et surtout par l'usage malin des épices et des condiments, pour créer des expériences mémorables. Et attention, hein, ce n'est qu'une toute petite fraction de ce qui existe. ah mais j'imagine bien. Chaque région, chaque ville a ses propres spécialités, ses variations. C'est un patrimoine culinaire d'une richesse incroyable qui se vit tous les jours sur le pavé. Et cette richesse, elle se voit aussi dans la palette de saveurs. Les sources soulignent bien la présence en même temps de l'épicé, du sucré, du salé et parfois de l'acide. Comment on explique cette complexité dans une cuisine si populaire, si accessible? On pourrait s'attendre à des goûts plus directs, moins nuancés peut-être. C'est justement une des grandes forces, une des signatures de cette cuisine. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont ces saveurs primaires ne sont pas juste là, mais sont activement combinées, mises en contraste dans le même plat. Hmm. Le chutney, c'est l'exemple parfait, on l'a vu, le sucré du chutney de date ou tamarin équilibre l'acidité du yaourt ou du citron vert. Le piquant des piments et des épices est contrebalancé par la douceur de la pomme de terre ou des pois chiches. Le tout sur une base salée. Cette polyphonie gustative, elle est recherchée. Donc, au lieu de viser une seule saveur dominante, on cherche à créer une expérience plus dynamique, une sorte de dialogue entre les goûts en bouche. Exactement. Cette superposition crée une sensation d'intensité, ça réveille les papilles, ça rend le plat plus intéressant, moins monotone. C'est une approche qui demande une certaine maîtrise des équilibres, même pour des plats vendus 3 fois rien dans la rue. C'est sûr. Le résultat, c'est une cuisine audacieuse, expressive, qui ne laisse pas indifférent. Elle cherche à marquer les esprits, à créer une sorte d'addiction gustative, quoi. L'envie de retrouver cette sensation complexe. Une cuisine qui a du caractère, quoi. Et cette expressivité, elle n'est pas que dans le goût. L'aspect visuel a l'air tout aussi crucial d'après les descriptions. On parle de nourriture très colorée, avec des teintes vives, rouge, jaune, vert, orange. Ah oui, il est dit que les vendeurs utilisent les épices, les herbes fraîches comme la coriandre, les sauces, pas seulement pour le goût, mais aussi pour l'attrait visuel, pour décorer. L'impression générale qui ressort, c'est beau et appétissant. L'esthétique est fondamentale, oui.
et pas seulement pour le plaisir des yeux. Si on replace ça dans le contexte d'un marché, d'une rue animée où la concurrence entre vendeurs est souvent rude, Oui. l'apparence du plat devient un outil de communication essentiel. Ces couleurs vives, qui viennent souvent d'ingrédients naturels, le rouge des piments, des tomates, le jaune du curcuma, le vert de la coriandre, des chutneys à la menthe, l'orange de certaines épices, elles agissent comme des signaux, Des signaux. C'est-à-dire qu'elles envoient un message aux clients potentiels. précisément. Des couleurs vives, variées, ça suggère inconsciemment la fraîcheur des ingrédients, la richesse de la composition, la complexité des saveurs à venir. Un plat terne, monochrome, sera moins attirant qu'un plat vibrant de couleurs. Logique. La garniture finale, souvent une touche de coriandre fraîche, quelques gouttes de chutney coloré, un saupoudrage d'épices, c'est pas juste décoratif, ça finalise cette promesse visuelle. Et c'est une forme de marketing sensoriel très efficace dans un environnement où la décision d'achat se prend souvent en quelques secondes, à la vue, à l'odeur. Un plat coloré et bien présenté, ça attire l'œil, ça intrigue, ça donne envie de goûter. C'est intéressant de voir comment le visuel est lié à la fois à la promesse du goût et à la nécessité de se démarquer dans un environnement compétitif. On comprend mieux pourquoi cette dimension colorée est si présente. Elle participe vraiment à l'expérience globale, avant même d'avoir goûté. Tout à fait. La cuisine de rue indienne, telle qu'elle est décrite là, elle engage vraiment tous les sens. La vue, avec cette palette de couleurs dont on vient de parler, Oui, l'odorat, avec les parfums d'épices qui flottent dans l'air du marché, le grésillement des fritures, le goût, évidemment, avec cette complexité, le toucher, à travers les différentes textures en bouche, le croquant, le moelleux, l'onctueux, et même l'ouïe, avec l'ambiance sonore de la rue, le bruit de la préparation, les appels des vendeurs. C'est une expérience immersive, complète. alors si on essaye de synthétiser un peu ce que nos sources nous apprennent sur la cuisine de rue en Inde, qu'est-ce qui ressort le plus fort? On a cette définition d'une restauration rapide, très accessible, vraiment ancrée dans le quotidien, dans l'espace public des rues, des marchés. Mhm. On a vu sa diversité incroyable, même à travers juste quelques plats emblématiques comme le samosa, le chaat, le vadapav, le pani-puri. Chacun avec son identité. Mais ce qui semble définir son caractère unique, c'est cette combinaison d'une explosion de saveurs épicées, sucrées, salées, acides, souvent mariées de façon audacieuse, et d'une présentation très colorée, très stimulante visuellement. Au fond, c'est une culture culinaire qui célèbre la générosité, l'intensité sensorielle, la vitalité, quoi. C'est une excellente synthèse, oui. Et ce portrait, ça soulève une question intéressante sur la nature même de l'expérience culinaire vécue dans la rue. Elle a des caractéristiques propres. L'immédiateté. On voit souvent le plat se faire devant soi, on le mange presque sur place. C'est vrai. La multisensorialité puissance 10, comme on l'a dit. Et puis, il y a cette dimension collective, même si elle est brève. On partage un espace, un moment, une saveur avec d'autres, dans l'anonymat de la foule. C'est une expérience radicalement différente de celle d'un restaurant assis ou même du repas qu'on prépare chez soi. Il y a une énergie particulière, une connexion directe au pouls de la ville. Une connexion directe au pouls de la ville. C'est une belle image pour conclure. Et ça invite à une dernière réflexion peut-être. Cette vitalité, cette créativité débordante de la cuisine de rue, si forte en Inde d'après nos lectures. Comment elle voyage? Comment cette approche de la nourriture, simple dans ses moyens mais complexe dans ses résultats, elle s'adapte, elle se transforme, elle inspire d'autres formes de restauration populaire, sur les marchés, dans les rues, d'autres cultures, ailleurs dans le monde. C'est une pensée à laisser mûrir. Notre exploration s'achève ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette immersion au cœur des saveurs et des couleurs de la cuisine de rue indienne. À très bientôt pour une nouvelle analyse.